Bonsoir, bienvenue aux Libertés. Alors notre thème robot, après tout, se termine tout doucement. Donc là, nous avons un des clous du thème qui est la table ronde, donc animée par Audrey Soriot, rédactrice en chef de RCF. D'ailleurs, la table ronde est enregistrée et sera diffusée vendredi à 11h. Voilà, sur RCF. Donc à l'occasion de cette table ronde, nous allons nous interroger plus particulièrement sur l'intervention du robot plus dans un milieu professionnel, avec à la fois les hôpitaux, l'art, la danse en particulier, l'armée et la science. Mais je laisse Audrey qui vous présentera nos intervenants. Je voulais juste vous dire que avant la fin du thème robot, après tout, nous avons encore deux soirées cinéma, avec une soirée Blade Runner, en fait, qui est carrément la nuit Blade Runner, puisque nous aurons le Blade Runner de 1980 et quelques, et le Blade Runner 2049. Ça, ce sera je n'y vois plus, le 23 novembre, c'est là. Je vais bientôt aller voir un ophtalmo. Et le jeudi 29 novembre, soirée Robocop, voilà. Et puis j'en profite aussi pour vous rappeler, pour ceux qui ne le sauraient pas, que nous avons un magnifique spectacle jeudi et vendredi qui s'appelle Bestie di Scena. Alors là, nous sommes à l'opposé complètement de ce qui nous a occupé pendant 2 mois, c'est-à-dire on est dans l'humain, à 100% l'humain, ils sont même tout nus pendant quasiment tout le spectacle, mais avec aucune connotation sexuelle ou autre. C'est une sorte de jardin d'Éden. Ça vaut, en termes d'expérience de spectateur, vraiment je vous le recommande parce qu'on sort transformé de ce spectacle et tout à coup on trouve tout ça tellement naturel, c'est très joyeux. Et donc c'était la grande metteuse en scène Emma Dante que nous avons accueillie à plusieurs reprises aux Libertés, c'est jeudi, vendredi, Bestie di Scena, et ça nous fera une transition d'ailleurs absolument parfaite sur le prochain thème qui sera le corps. On a appelé ça le corps j'adore. Donc là nous sommes sur les robots, jeudi, vendredi sur le corps, et les 2 mois suivants également. Donc voilà, je laisse la parole à Audrey. Merci beaucoup. Bonne soirée. Un grand merci, Pascal. Depuis la première révolution industrielle, chaque vague d'innovation a fait craindre que les machines remplaceraient le travail humain, entraînant l'explosion du chômage. Aujourd'hui, l'avènement de la robolution réanime ces craintes. Alors peut-on prédire que l'automatisation, l'intelligence artificielle et la robotisation vont nous voler nos emplois, ou est-ce au contraire une chance pour le travail humain? Quelles relations pouvons-nous inventer avec nos collègues robots? On va en parler ce soir avec nos invités que je vais vous présenter. Agnès Guyot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maître de conférence en psychophysiologie à l'université Paris X Nanterre, docteur en sciences biologiques avec une spécificité, la physiologie animale. Nous parlerons avec vous de robotique bio-inspirée. Également avec nous, le capitaine de vaisseau Nicolas Serravola, directeur du centre d'expertise des programmes navals au sein de la Marine nationale. Commandant, bonjour. Bonsoir. Vous nous expliquerez quelle est la place occupée par les robots dans l'armée aujourd'hui, notamment avec les drones. Nous parlerons bien évidemment d'éthique ensemble. Et puis à vos côtés, le chorégraphe Éric Mincoin-Castin, bonjour. Vous êtes artiste associé au Ballet National de Marseille depuis 2016. Vous avez porté au sein de votre compagnie Shonen une 12aine de créations qui mêlent la danse, les arts visuels, les nouvelles technologies, notamment les drones, les robots et la réalité augmentée. Vous nous expliquerez comment vous faites cohabiter les danseurs, adultes et enfants, avec ces nouvelles technologies. Notre dernier invité ce soir, Claude Ardide, bonjour. Vous êtes journaliste à Charlie Hebdo, vous avez travaillé entre 1980 et 1998 comme journaliste d'investigation à Var Matin. Vous enquêtez depuis plusieurs mois sur la crise au sein de l'hôpital. Vous nous témoignerez de la mécanisation des tâches, de l'état des personnels au sein de l'hôpital public, qui sont devenus, ce sont vos mots, et vous nous expliquerez pourquoi, des robots. On va commencer, si vous le voulez bien, avec vous, Agnès Guyot. Alors, votre parcours universitaire commence par des études en sciences humaines, en psychologie, avec des spécialités en psychophysiologie qui s'orientent ensuite vers l'éthologie. L'éthologie, c'est l'étude du comportement animal. Dès 84, avec Jean-Arcadie Meyer, vous élaborez des modèles mathématiques, des modèles informatiques également sur les comportements animaux. Ces travaux vous ont préparé à être réceptif au nouveau courant de la robotique qui venait en fait des États-Unis en 86. Oui, en fait, c'est un courant qui s'est opposé à l'avènement de l'intelligence artificielle
qui voulait imiter le cerveau humain. Et quand les pionniers de l'intelligence artificielle des années 40-50 ont voulu faire des robots, eh bien les robots étaient vraiment absolument inaptes à faire quelque tâche que ce soit. Et un des élèves d'un des pionniers de l'intelligence artificielle s'est dit, un des doctorants s'est dit, bon bah écoutez, moi je n'y crois plus du tout à cette robotique dite symbolique, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il fallait mettre des symboles dans la tête des robots pour qu'ils fassent quelque chose, ça ne marchait pas du tout. Et il a dit, bon ben moi je vais faire un petit robot insecte, et vous allez voir que, alors que vous pensez qu'un robot, quand il doit sortir d'une pièce, il doit avoir un symbole de porte, mais moi je peux vous dire que mon robot, avec des tout petits réflexes, il va pouvoir sortir de la pièce sans symbole du tout. Et c'est ce qui s'est passé. C'est donc la robotique dite animale, bio-inspirée, l'homme est un animal évidemment aussi, mais les animaux non humains, on va dire, qui fait que on essaie de savoir quelles sont les principales capacités qui permettent aux animaux de s'adapter à n'importe quel environnement pour pouvoir mettre un petit peu d'autonomie chez les robots. Et c'est pas du tout dangereux pour l'homme, c'est surtout pour essayer de faire des machines qui arrivent à évoluer dans des environnements où l'homme ne peut pas aller, des environnements dangereux ou des environnements que l'homme ne connaît pas. Par exemple, si vous voulez faire aller un robot dans l'appartement d'à côté, vous ne savez pas comment il est. Donc il faut qu'il ait les capacités pour l'apprendre lui-même. Donc voilà, c'est tout un pan de la robotique qui a vraiment basculé vers des capacités, disons, moins cognitives, comme on dit, humaines, pour être vraiment très intéressantes, pour augmenter les connaissances sur les animaux. Parce que on a besoin de ces connaissances aujourd'hui, notamment en médecine. Un petit peu partout, si vous voulez. En fait, nous faisons de la robotique. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, effectivement, nous allons parler de robots industriels, bien entendu. Donc, ça, on n'a pas posé la définition de robot. Qu'est-ce que vous entendez, vous, par robot? Alors, un robot se diffère d'un automate. Un automate n'a que, on dit, des actuateurs, c'est-à-dire des choses pour des moteurs pour marcher ou pour faire quelque chose, alors qu'un robot a en plus des capteurs, c'est-à-dire qu'il a l'idée des notions de son environnement, quand il a des caméras, des micros, etc., pour pouvoir changer son comportement quand l'environnement change. C'est-à-dire que si vous mettez un automate devant un obstacle, eh bien, il va se cogner contre l'obstacle, il ne pourra rien faire d'autre. Alors si vous mettez un robot quand même équipé d'une manière un peu spéciale tout de même, avec des capteurs, des caméras par exemple, des capteurs de choc, devant un obstacle, eh bien, il s'aperçoit qu'il ne peut pas aller au-delà et il va faire un détour pour éviter cet obstacle. Donc voilà, un robot, ça a non seulement des muscles, l'équivalent des muscles comme pour nous, mais l'équivalent de nos organes sensoriels. Et quelque chose entre les deux quand même, c'est-à-dire que nous, c'est notre système nerveux, et pour un robot, on appelle ça une architecture de contrôle. Voilà, mais c'est l'équivalent du système nerveux, donc il a tout pour se débrouiller dans l'environnement. Les roboticiens, aujourd'hui, créent encore ces robots animaux. Est-ce qu'on en est revenu? Est-ce qu'il y a de l'argent, justement, pour investir dans cette recherche-là? Eh bien, vous avez tout à fait raison de poser cette question. C'est parce que, pour l'instant, dans pas mal de laboratoires, fleurissent, j'allais dire, plutôt, sont envahis de robots humanoïdes. Alors, il y en a qui sont très intéressants, parce qu'ils peuvent nous apprendre quelque chose sur les spécificités de l'homme. Donc il y a des robots qui apprennent comment se développe l'image de notre corps, comment est-ce qu'on peut savoir comment on peut évoluer dans l'environnement. Donc ça c'est intéressant. Mais il y en a des tas d'autres qui n'apprennent absolument rien sur l'homme. Et effectivement, ces robots sont favorisés parce que les sponsors sont très intéressés à montrer quelque chose qui ressemble à un humain, mais qui n'a rien du tout d'humain, ni dans le crâne, ni dans autre chose, et qui ne font pas avancer les connaissances sur l'homme. Alors, ce que je voulais dire, effectivement, c'est que, à part les robots industriels, dont on va pouvoir voir la dangerosité, etc., ou les problèmes avec les emplois, nous nous occupons de robots dans la recherche fondamentale, c'est-à-dire qu'on essaie de faire accroître les connaissances sur les systèmes vivants, que ce soit des animaux, les hommes
Et là commence un petit peu autre chose chez les végétaux, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Donc vous voyez, les robots ne sont pas que des robots qui sont dans les usines, il y en a qui sont très intéressants parce qu'ils nous apprennent quelque chose sur le vivant et sur l'autonomie du vivant. Et c'est l'objet de nos recherches. Il y a peut-être une question à se poser sur l'utilité, le pourquoi de ces robots. Vous l'avez dit, on l'a compris pour ces animaux, on peut en tirer une science, des connaissances. Pour l'humain, c'est peut-être moins le cas. Effectivement, il y a une question éthique aussi derrière cette robotisation. Oui, bien sûr. En fait, il y a des tentations de robotiser tout ce qui bouge, si j'ose dire. Et donc, vous savez que il y a ce qu'on appelle les prothèses intelligentes, qui sont aussi des robots, et qui sont très utiles pour l'homme. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Mais il y a aussi certaines recherches qui essayent de robotiser les animaux en leur implantant des puces et en essayant de les diriger à force. Et les guider. Voilà. Et donc, il y a des comités d'éthique robotique, qui s'appellent la roboéthique, qui sont en place en Europe et dans pas mal de pays du monde. Par exemple, en Corée, il y a, je crois il y a quelques années, il y avait effectivement même une charte de l'utilisation des robots qui éventuellement interdisait de se marier avec des robots. Vous voyez, et ce qui a d'ailleurs été le cas récemment, en 2017. On va peut-être parler aussi de l'attraction quelquefois pathologique sur ces machines qui ressemblent quelquefois aux humains. Commandant Sierravola, on vous interrogeait également sur ces questions d'éthique, sur le pourquoi de ces technologies, sur le rapport également. Je rappelle que vous êtes ingénieur militaire de formation, vous êtes le directeur du Centre d'expertise des programmes navals au sein de la Marine nationale. Quelles sont justement les interrogations éthiques pour vous au sein de l'armée sur cette utilisation des robots? C'est principalement des drones? Alors oui, là, en parlant de robots dans l'armée, et plus particulièrement dans la marine, parce que je suis de la marine et puis on est à Toulon qui est comme une ville marine, les robots dont il est question sont des drones, c'est-à-dire des systèmes autonomes ou pas, en tout cas des véhicules non habités, qui peuvent conduire des opérations à la place des systèmes, des véhicules qui étaient utilisés par des êtres humains. Donc l'enjeu, c'est bien ça, c'est de pouvoir avoir des systèmes qui font la guerre, disons-le clairement, à la place des êtres humains. En tout cas, qui délivrent la dernière action à leur place. Donc il peut y avoir en effet une question éthique, et le livre de Bernanos... de déshumanisation aussi. Côté un peu déshumanisation. Voilà. Si on suppose que la guerre en soi est humaine, parce que en soi le principe même de guerre quelque part a un côté inhumain. Hein, le but de l'être humain, c'est pas de faire la guerre. Hein. Même si on est militaire, on cherche pas à faire la guerre en soi. Là, c'est la question d'être pacifique ou pacifiste. Hein. On est pacifiste quand on refuse toute notion d'idée qu'il puisse y avoir la guerre. Et on est pacifique ce qui est le cas de l'armée française, même de manière doctrinale. On refuse l'envie de faire la guerre pour faire la guerre, mais on doit pouvoir la faire si c'est nécessaire. Bon, j'arrive très vite à ces notions un peu ontologiques qui dépassent le sujet, et surtout le sujet de mon rôle au sein de la marine. Hein. Mais c'est vrai que forcément, si on se pose des questions d'éthique sur l'usage de drones à la place d'êtres humains, on arrive très vite à ce genre de questions. À quoi ça sert de faire la guerre? Dans un premier temps, l'idée d'utiliser des drones à la place des êtres humains, c'est de remplacer, je crois que c'est une typologie que vous connaissez, tout ce qui est, alors on parle des 3D, tout ce qui est dirty, dull et dangerous. Dirty, ça veut dire lassant, les tâches répétitives. C'est sale, dirty. C'est où dirty. Dirty, c'est ce qui est sale, c'est-à-dire ce qui est voilà, la pénibilité. Ce qui peut avoir des conséquences sur notre confort, et puis dangerous, et pour les militaires on est plutôt dans l'aspect dangerous. Pourquoi aller exposer un soldat ami, bon français en l'occurrence, si une machine peut le faire à sa place, et si on peut limiter le risque de perte d'êtres humains, d'hommes, de femmes amis. On sort des commémorations de la guerre de 14-18,
Évidemment, s'il y a la place de tous les soldats qu'il y avait dans les tranchées, il y avait eu des robots, on aurait moins de monuments aux morts en France et en Allemagne aussi, certainement. La question serait certainement l'humanité, l'Europe, en tout cas dans sa démographie, en serait sortie plutôt grandie. Après, c'est pas seulement une question éthique, mais c'est une question de sens de cette action. Dès lors qu'on a admis qu'on est parfois obligé, par un certain nombre de facteurs qui nous échappent, de devoir faire la guerre, est-ce que la guerre doit être menée sans l'usage d'êtres humains, sans impliquer des êtres humains, ou est-ce que pour se sortir de ce côté dangereux qu'on cherche à automatiser pour écarter l'homme de la menace, il est éthique de pouvoir la faire faire avec des robots. Et la question même encore plus, alors là c'est un peu tiré par les cheveux, c'est si l'armée adverse a elle-même des robots, est-ce que ça a un sens d'envoyer des robots combattre d'autres robots? Sans tomber dans les scénarios type Terminator où les robots vont vouloir se combattre contre l'être humain, où c'est des choses qui on en est loin, et puis on peut réfléchir à des sujets philosophiques avant même d'arriver à ces sujets-là un peu de science-fiction. Il y a une vraie question de se dire, est-ce que ça a un sens d'envoyer des robots faire la guerre à d'autres robots? Parce qu'une fois qu'ils se seront détruits les uns contre les autres, bien on se retrouvera avec nos poings et on ira faire la guerre face à l'adversaire avec des poings à l'ancienne. Voilà. Donc ça peut être une vraie question. Mais la question, finalement, elle est aussi de cette notion d'éthique. Est-ce que la lâcheté, le fait de pouvoir s'éloigner du danger, c'est pas une forme de lâcheté? Est-ce que la lâcheté, c'est pas un déshonneur pour ceux qui font la guerre? Et la question s'était posée, alors au Conseil de Latran, au XIIe siècle, à l'époque où, alors je parle juste des pays européens, à l'époque où la papauté régissait l'aspect moral des choses en Europe, et le Conseil de Latran avait interdit l'usage de l'arbalète. Voilà. Alors l'arbalète qui avait été inventée en Chine bien avant, je crois au moment des royaumes combattants, c'est comme ça que l'empereur, enfin le roi Qin était devenu l'empereur Qin, avait battu les 5 ou 6 autres royaumes combattants parce qu'il avait utilisé l'arbalète. Mais au Conseil de Latran, alors je sais pas exactement ce que les Chinois avaient écrit à l'époque, mais la papauté au XIIe siècle s'était dit que c'était un usage de lâche, puisque quelqu'un, un poltron, pouvait détruire à distance, sans s'exposer au danger, une armée adverse. Et donc ça avait été interdit, mais comme tous les interdits, malheureusement, et alors je suis en uniforme devant vous, je suis militaire, mais genre, malheureusement quand on fait la guerre, on est obligé de passer parfois sur les interdits moraux. Les interdits ne durent pas longtemps, parce qu'il y a une certaine forme de pragmatisme qui font qu'il faut optimiser ce qu'on fait. Très vite, ça a été utilisé, et je crois que c'est Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste, 50 ans ou un siècle après, on en fait un usage massif, mais du coup, ils ont perdu l'avantage, puisque tout le monde utilise des arbalètes les uns contre les autres, et donc il n'y a plus le... Ça crée une surenchère. Et ça crée on invente à chaque fois une arme ou un système encore plus puissant, jusqu'à l'arme nucléaire. Alors, l'arme nucléaire, c'est un des summums de la surenchère. Beaucoup de stratégistes, voire de stratèges, ont écrit beaucoup de choses sur l'usage d'armes nucléaires sur le plan philosophique. C'est bizarre de faire de philosophie quand on parle d'armes nucléaires qui vont détruire la planète, mais c'est un tel summum des affrontements des volontés des gens qui font la guerre qu'on peut produire beaucoup de philosophie là-dessus. Je prends le général Boffre, Gérald Poirier aussi, dans les années 50-60, posait beaucoup de questions là-dessus, qui dépassent les séries de science-fiction, qui sont vraiment des questions de le sens de la volonté politique, le sens au-dessus de la stratégie, jusqu'où on peut aller pour faire s'affronter des êtres humains. Et alors, c'est vraiment là où je voulais en venir, c'est que finalement, même si on déshumanise les combats, la manœuvre, la tactique, voire même la stratégie, au-dessus de la stratégie, parce que c'est une hiérarchie, au-dessus de la stratégie, il y a la politique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire, quel est le sens du combat, quelle est la finalité du combat qui doit être politique. Et c'est pas seulement les démocraties qui ont inventé ça, même sous l'Antiquité, la finalité d'une guerre, c'était d'arriver à une fin qui était portée par les chefs d'État, qui représentaient finalement une nation. Il y a cet affrontement des volontés, et quelque chose qui restera toujours humain. Peut-être que je déflore en deuxième partie. Et l'exemple qui pourrait être donné, c'est celui de Kennedy, pendant la crise des missiles, où il y avait justement un problème un risque de guerre nucléaire, et ça a été un affrontement des volontés entre Fidel Castro et Kennedy.
peut dire coach-chef et Kennedy, mais le vrai opposant, celui qui voulait vraiment en finir avec les États-Unis, c'était plus Castro, qui essayait de pousser Khrouchtchev dans l'usage des armes nucléaires pour relancer des armes nucléaires sur les États-Unis. Donc Kennedy a tenu tête au camp adverse, et c'était un test du bloc soviétique pour essayer de tester sa volonté, pour essayer de voir si ce chef d'État, ce chef d'armée, jeune, inexpérimenté, qui était plutôt dans la communication, sorti d'une élection, allait réussir à tenir tête face au public, à prendre des risques. Donc il a pris des risques, on connaît l'histoire. Donc je crois que cet affrontement restera un affrontement d'êtres humains au sommet de l'art de la guerre, qui est une affaire de chef d'État et de volonté politique. Voilà. On parlera tout à l'heure aussi de la question de la responsabilité, notamment en cas d'erreur. On va vous donner la parole, Claude Ardide, sur un tout autre univers. On est aussi sur ces questions de performance, de rentabilité. Vous avez passé plusieurs mois en immersion dans des hôpitaux publics, avec cette problématique aujourd'hui aussi effectivement de la tâche répétitive. Vous dites que les personnels sont devenus aujourd'hui des robots. Alors, moi je prétends pas posséder la vérité, parce que il aurait fallu voir tous les personnels hospitaliers de tous les hôpitaux de France, les hôpitaux publics, pour essayer de vraiment faire une analyse complète. Mais mon expérience, elle s'est basée en deux temps. La première, c'était pour une émission de télévision qui s'appelle 24 heures d'urgence sur TF1, qui m'a permis d'entrer en immersion pendant 4 mois avec tous les personnels hospitaliers, de jour comme de nuit, ici à Toulon, à Sainte-Musse. C'est très compliqué de trouver un hôpital qui accepte de recevoir des journalistes pendant plusieurs semaines. Vraiment en immersion, hein. Vous avez vécu avec eux, vous avez mangé avec eux, vous avez Ah oui, j'ai dormi avec eux, j'ai mangé avec eux, j'ai souffert avec eux, j'ai ri avec eux, je me suis amusé avec eux parce que l'hôpital Sainte-Musse, c'est plusieurs milliers de personnes, c'est un village, c'est une petite ville qui vit, qui rit, qui s'amuse avec des drames, etc. Et donc l'objectif, c'était vraiment de me familiariser avec tous les personnels, que ce soit des brancardiers, des infirmiers, des aides-soignants, des infirmiers, des cadres de santé, des chirurgiens, des urgentistes. Et ce qui était bien, c'est, comme dans tous les hôpitaux, mais à Toulon, qui était un hôpital relativement récent, qui a 5-6 ans, pas plus, on pouvait travailler à la fois sur les urgences des enfants, et c'était assez nouveau à Toulon, et c'était assez formidable, parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires. Les urgences adultes, qui étaient un peu plus classiques, et le SAMU-SMUR, mais qui étaient répartis sur le rez-de-chaussée de l'hôpital. Et donc l'expérience se basait de jour comme de nuit, c'est-à-dire que parfois je voulais voir comment ils bossaient, de jour, classiquement, et puis surtout, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les gens tombent malades s'adressent aux personnel hospitalier à partir de 19h, 20h, quand la médecine de ville n'existe plus. C'est-à-dire que quand les médecins de quartier, les médecins généralistes, nos médecins ferment leur cabinet, il y a une espèce de troubles qui s'emparent des gens. Une montée d'angoisse aussi. Une montée d'angoisse, c'est exactement ça. Puis on va à l'hôpital, on va aux urgences, alors qu'avant on allait voir son médecin de famille, où le médecin se déplaçait jusqu'à 23h, minuit, etc., ce qui n'est plus du tout le cas. Et donc cette première expérience, on avait mis des caméras de partout. C'est-à-dire qu'on a installé, je pense, une 50aine de caméras, qui étaient très indiscrètes parce qu'elles filmaient 24 heures sur 24, aussi bien dans les salles de déchocage, c'est-à-dire que là, ce sont les endroits où les patients, les malades sont amenés pour être soignés en urgence, dans les bureaux administratifs où les médecins, les infirmiers prennent des décisions quant au traitement qu'il faut suivre pour un malade, dans les petites boxes où les patients arrivent en général avec les pompiers, donc on avait 2-3 caméras, voilà, où on fait le tri. Dans les couloirs, dans les salles, dans les salles de... Moi j'étais un peu gêné parce qu'on filmait même dans les réfectoires, dans les salles de repos, dans les salles de sommeil, aux urgences SAMU-SMUR, on avait placé des caméras partout dans les véhicules du SAMU-SMUR qui se déplacent en urgence sur des accidents, sur des crises cardiaques, enfin, tout ce qui peut arriver. Donc j'ai pu voir... Quel constat vous faites? Le constat, c'est que d'abord la pression qui vient de façon verticale, c'est-à-dire que l'hôpital est devenu une entreprise communautaire, c'est-à-dire qu'il faut faire du chiffre, il faut gagner de l'argent, il faut rentabiliser. Alors j'utilise un terme qui va peut-être choquer, mais il faut rentabiliser le cancer, il faut rentabiliser la crise cardiaque, il faut rentabiliser les maladies classiques, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix que quand quelqu'un pouvait passer 2, 3 jours, 4 jours dans une chambre, dans un service,
Aujourd'hui, cette personne, il faut que 24 heures, au bout de 24 heures, elles sont remplacées par une autre. Voilà, ce qu'on appelle la médecine déambulatoire. Si on peut très bien aussi traiter les gens en une journée, moi j'ai vu des gens qui étaient opérés le matin, qui rentraient le soir, etc. Donc j'ai vu la rentabilité, l'uniformisation des tâches, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de tâches administratives, bureaucratiques, il y a de plus en plus de papiers. J'ai vu des médecins la nuit, alors que les couloirs étaient bondés de malades au moment des épidémies de grippe ou d'autres maladies de gastro-entérite, etc. Des gens qui étaient à la fois débordés par des patients qui souffraient dans les couloirs et en même temps qui étaient obligés de remplir une espèce de questionnaire, etc., de répondre à toutes les questions que l'administration posait. Et c'était insupportable. Donc la rentabilité, l'uniformisation, les tâches multiples que les uns et les autres doivent accomplir, et puis prendre des décisions rapidement, parce que quand vous voyez des gens arriver, une crise cardiaque, quelqu'un qui a eu un accident de voiture, une maladie quelle qu'elle soit, etc., il faut prendre des décisions rapides pour éviter le pire. Et j'ai vu des choses parfois dans les salles de déchocage, c'est-à-dire des médecins qui étaient extraordinaires, avec des infirmiers qui prenaient des décisions à une vitesse foudroyante, et je sentais bien dans leur regard que s'ils se trompaient, on pouvait arriver au pire, quoi. Bon, voilà. Après, il y a des anecdotes qui sont terribles. Un jour, j'ai vu une gamine de 16 ans, 17 ans entrer dans une salle de déchocage. J'étais dans mon camion de régie avec toutes les caméras, on voyait tout dans le camion, et cette gamine, on avait un plan serré, un plan large. Cette gamine était en état presque d'épilepsie, personne ne savait ce qu'elle avait. Et en fait, le médecin, c'était une femme, il fallait qu'elle prenne une décision rapide, parce qu'on sentait qu'elle était sur le point, cette gamine, de mourir, quoi. Et en fait, elle a posé la bonne question au bon moment, elle avait compris que cette gamine avait pris ses boissons énergétiques, elle avait pris 20 énergisantes, et que ça lui avait emballé le cœur, et qu'elle était sur le point de faire une crise cardiaque, il fallait décider. Et dans l'espace d'à côté, dans la salle de déchocage, il y avait un père de famille, une quarantaine d'années, qui faisait une crise cardiaque. Donc elle passait d'une salle à une autre pour prendre les décisions au bon moment. Il n'y a pas forcément d'ailleurs les personnels, tous les personnels nécessaires à ce moment-là, parce qu'on a besoin de personnel, et que quand il y a des abondances de patients, etc. Donc l'uniformisation des tâches, cette pression qui vient du haut de l'hôpital, enfin de la direction, la robotisation des tâches. Moi j'ai vu des soignants qui étaient complètement perdus, qui souffraient, etc. Bon, alors après, vers 2h, 3h du matin, les choses se calment un peu, parce qu'à un moment donné, bon, la ville, moi je dis ça, la ville où la vie cesse d'être malade, c'est assez curieux. L'hôpital commence un peu avec... Ça c'est la première étape. La deuxième étape, pour Charlie Hebdo, on avait fait un supplément sur les profs et la laïcité, bon, c'est quelque chose qui est cher à Charlie, puis on s'est dit, il faut qu'on aille voir les personnels soignants, parce qu'on sentait que ça n'allait pas, enfin c'est pas une révélation, tous les journalistes, tout le monde voit à peu près que ça va pas non plus dans les hôpitaux, et là on a décidé de faire plusieurs hôpitaux. Je suis allé à Toulouse, je suis allé dans un hôpital psychiatrique à Amiens où j'ai découvert l'horreur, à Grenoble, je suis retourné à Toulon. On a fait plusieurs hôpitaux à Paris, en banlieue parisienne. Et là, les choses s'accélèrent. C'est-à-dire que ce que j'avais vécu pour TF1, qui était plutôt, bon, qui était assez grave déjà, mais il y avait encore un brin d'humanité. Et ce que je voyais dans les hôpitaux, en tant que journaliste cette fois-ci de presse écrite, je sentais qu'il y avait des burn-out, qu'il y avait des gens qui n'en pouvaient plus, des gens qui disaient cette phrase absolument étonnante: quand vous travaillez aux urgences, que vous soyez médecin, que vous soyez urgentiste, que vous soyez infirmier ou cadre de santé, etc., l'espérance de vie, c'est le terme qu'ils utilisent, l'espérance de vie est de 7 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 7 ans, il faut que vous quittiez les urgences, quel que soit le service, sinon vous basculez dans la maladie, la fatigue, la dépression, etc. Et là, les infirmiers et les médecins me disaient que l'espérance de vie, maintenant, dans l'urgentiste, c'est plus 7 ans, c'est 4 ans, 5 ans, parce que c'est tellement violent. Bon. Après, vous avez la crise de recrutement, c'est que plus personne ne va aller aux urgences, parce que d'abord, vous êtes mal payé, vous ne faites jamais 35 heures. Moi, j'ai jamais vu un médecin, un infirmier faire 35 heures. Ils font 40, 45, 50, 55. Ils ont des horaires décalés, c'est-à-dire qu'ils travaillent 2 jours, puis 2 jours après, ils travaillent de nuit. Donc, ils ont une relation au temps qui est radicalement différente des nôtres. Et j'ai vu, à un moment donné, j'ai vu des gens, mais bien avant que vous m'appeliez pour faire cette table ronde, des infirmières me dire: on est devenus des robots. Voilà. Et donc, là, vous dites, quand même, ce sont des gens qui sont là pour nous soigner. Est-ce qu'on peut être soigné par des robots? Vous nous disiez, cet hôpital de Sainte-Mus, il est très récent, il a moins de 6 ans. Et quelle place, justement, ont les robots, les machines? Est-ce qu'ils viennent en soutien, justement, des personnels? Alors, c'est anecdotique, c'est-à-dire que moi, ça m'a fait rire, mais en fait, oui, ça préfigure la société dans laquelle on vit déjà. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis trompé de parking.
au lieu de rentrer par tel couloir, je suis rentré par un autre, et je suis rentré dans les sous-sols de Saint-Cloud, et je suis tombé sur des robots, des machines hein, qui roulent, c'est une espèce c'est assez bizarre, c'est pas très beau, hein. Et en fait, il y a et qui vont chercher, voilà, des drones terriens, qui vont chercher les plats préparés qu'on va servir et les médicaments qu'on va servir aux patients dans les étages supérieurs. Mais alors, vous avez des lignes directrices, c'est-à-dire que le robot suit sa ligne, il arrive devant l'ascenseur, il y a une caméra qui le repère, enfin, je sais pas comment ça fonctionne exactement, les portes s'ouvrent. Moi, je suis rentré avec le robot dans l'ascenseur alors que j'avais pas le droit. Et donc, je voulais voir avec ça, je voulais faire le parcours, et après, l'ascenseur monte, la porte s'ouvre. Alors, je parlais au robot dans le truc, je me dis, peut-être qu'il parle. Il n'est pas en interaction quand même. Non, il n'est pas en interaction, et puis et puis après, je fais le couloir, puis là, vous avez les personnels, les aides-soignantes, les infirmières qui prennent les plateaux, les médicaments, et qui rentrent dans la chambre des patients, voilà. Alors, je me suis posé la question de savoir, mais ça, dans mon avis, ça arrivera. Je pense que les robots rentreront bientôt dans les chambres et serviront les patients directement. Ça, c'est anecdotique, parce que c'est un sous-sol, mais j'avais l'impression qu'il y avait deux mondes. Il y avait le monde des vivants et des malades, et puis le monde des robots qui était en sous-sol, mais j'ai l'impression que le monde des robots gagnait de plus en plus dans les étages, et que mes pauvres infirmières, médecins, soignants, bancardiers, etc., pour lesquels j'ai une admiration sans borne, deviennent des gens aux tâches tellement répétitives. Je crois même que j'ai vu, enfin je crois même, j'en suis même persuadé, des gens qui agissaient sans même avoir le contrôle d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils perdaient presque leur libre arbitre. Ils faisaient des tâches comme extrêmement répétitives, comme des robots. C'est-à-dire que voilà, il fallait faire ça. Notamment quand vous recevez les pompiers amènent les patients qui sont cassés la gueule, qui ont une crise cardiaque, une gastro, etc. Et dans les centres de tri, j'avais l'impression que c'était c'est comme ça, tri, avec le risque zéro. C'est-à-dire que si quelqu'un a un problème, une douleur à la poitrine, pour être sûr qu'il va faire la totalité des examens parce que ça va rapporter de l'argent à l'hôpital, ça va aggraver le trou de la sécurité sociale. Mais voilà, c'était comme ça, parce qu'il fallait qu'ils soient dans un cadre et qu'ils ont des personnes. Mais cela dit, il y a encore... j'ai rarement vu autant d'humanité. Est-ce que les robots peuvent être humains? C'est peut-être vous qui allez nous répondre. Mais j'ai rarement vu en même temps autant d'humanité chez des gens qui étaient en train de se robotiser, ce qui est le paradoxe du paradoxe. Éric Mine-Coincastin, alors vous êtes chorégraphe, graphiste. Vous faites cohabiter sur scène des danseurs avec ces nouvelles technologies. Quand et comment est venue cette envie de faire collaborer finalement la danse et la science? Alors en fait, pour revenir un petit peu à mon parcours, hein. C'est-à-dire que mon premier métier c'était le cinéma d'animation. Donc j'ai vraiment travaillé dans des dessins animés de long métrage, et à un moment j'ai souhaité croiser mes deux pratiques qui sont la danse et l'image. Et au début, très vite, je voulais pas que le danseur suive l'image, suive un montage vidéo. Donc j'ai commencé à travailler sur des détecteurs pour que l'image suive comme une ombre le danseur. Des choses un peu naïves comme ça. Et très vite, je me suis commencé à me poser des questions un peu plus méta. C'est-à-dire, finalement, la technologie aujourd'hui, c'est plus qu'un simple outil, c'est plus qu'un énième effet spéciaux, c'est plus des nouvelles lunettes 3D, c'est ce qu'on appelle en fait des nouvelles structures de perception. C'est-à-dire, pour vous, pour tout le monde, basiquement, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire, comment d'un seul coup on peut être tout le temps connecté aux autres, et comment ça change notre relation aux autres corps, comment ça change notre rapport à la géographie, puisqu'on peut se connecter instantanément par Skype à nos amis chinois, sénégalais, enfin voilà, comment d'un seul coup ça change notre perception du monde. Et c'est là que j'ai commencé à rentrer plus dans un travail sur relationnel, dans le corps et dans la chorégraphie. Et j'ai fait un premier travail avec des enfants et des robots Nao, dans lequel je travaillais sur la lenteur, comment d'un seul coup les enfants paraissaient presque moins humains que la machine, en fait, que les robots. Donc c'était des robots très mignons, Nao, qui bougeaient, qui faisaient des pas de ballet. Et dans cette lenteur, d'un seul coup, notre empathie glissait, hein, parce que c'est toujours, quand on voit un être sur la scène, c'est comment, au-delà d'une prouesse, comment on est lié à cette personne, comment on est attaché. Et puis j'ai commencé à pousser un peu plus loin dans des sujets, on va dire, plus sociétal. J'ai commencé à faire un premier travail, donc je vais vous parler de deux projets spécifiques, un petit peu opposés, en plus un qui est du côté médical et l'autre du côté militaire, sur les drones notamment. Et ce premier projet, c'était au Centre Saint-Yves, donc il y a la directrice, l'ancienne directrice qui est là, donc c'est une surprise, ça me fait plaisir. On a travaillé avec des enfants handicapés aux troubles moteurs physiques. Et on a développé un dispositif assez simple, qui était de mettre une caméra sur une danseuse et des Oculus, donc c'est des casques virtuels,
ce qu'ils vendent à Samsung. Et les enfants, vous voyez, se retrouvent dans la vision de cette danseuse. Donc ils se retrouvent dans la vision d'une personne qui peut bouger, courir, sauter. Donc on a développé toute une relation comme ça de vision déportée et de tout ce que ça amène d'un être qui est paralysé et d'un seul coup se retrouve dans le corps en mouvement. Donc peut-être je vais vous montrer un petit extrait. On va regarder un extrait de 2 minutes pour que vous ayez une idée un peu de ce que ça peut donner. C'est ce que voyait l'enfant en fait dans son casque en fait. Donc elle se voit, mais en fait c'est à travers la vision de cette danseuse. Donc vraiment c'était l'idée. Donc j'ai moins parlé de la danse effectivement parce que le sujet c'est autre, mais c'était vraiment travailler sur une danse qui est une danse qui stimule le corps, un corps dit empêché ou perturbé, puisque trouble moteur, ça veut dire qu'en gros le cerveau. Ah, là c'est la deuxième vidéo. Attention, faut l'arrêter. Non, là c'est le drone, c'est moins sympa pour l'oreille. Et ben on va enchaîner en fait, puisque c'est lancé. En fait, le deuxième projet parle de la relation au drone justement. Et sur scène en fait, on va parler de 2 réalités. C'est le nôtre où lequel des danseurs vont jouer avec des drones. Et après, à un moment, on va être en dialogue avec des personnes qui vivent vraiment sous le drone militaire. On est à Gaza en fait. On est dans un territoire qui est constamment surveillé par la machine. Bonjour à tous. Je m'appelle Mohamed Khalifa, j'ai 35 ans. Je viens de Khan Younis, au sud de la bande de Gaza. Alors, en fait, c'est vrai, là, on vient de jumper sur 2 sujets, mais je vais juste finir de décrire ce projet-là, puisque, en fait, effectivement, c'est intéressant, parce qu'on a parlé de ça tout à l'heure, c'est que le terme drone, en fait, sous le même terme, il y a deux machines, en fait, comme on en peut parler, qui n'ont strictement rien à voir. L'un, c'est vraiment un avion téléguidé, un jouet, et l'autre, c'est une machine de 6 à 8 mètres, enfin, en tout cas, dans ces zones-là, qui a une forme de programme qui analyse des données et qui, parfois, a la capacité de frapper ou de lancer des missiles. Donc vraiment, c'était l'idée de superposer sous le même terme, dans le champ esthétique du plateau, premièrement, nous qui travaillons qui créent un concert de drone, voilà, et qui vivons de manière sensorielle la machine avec les spectateurs, et puis d'un seul coup on bascule par un Skype en fait, et en direct avec ce qu'on veut dire cette idée de structure de perception, c'est-à-dire d'un seul coup il y a une fenêtre qui s'ouvre et on a cet artiste à Gaza qui nous raconte comment il vit sous la machine, comment il doit se déplacer, comment il bouge en fait, de manière très concrète, très pragmatique,
qui reconnaît chaque son de drone. Ça, c'est un drone qui cible, qui surveille où sont. Voilà. Donc comment sensoriellement, lui, il vit quotidiennement avec la machine. Et du coup, se chevauchent nos deux réalités. En tout cas, se crée un espace sur la scène où se chevauchent ces deux réalités. Voilà. Tout en fait, pour finir un petit peu sur ces deux sujets-là, en fait, finalement, ce qui m'intéresse extrêmement, en fait, c'est la question de transfert. C'est comment on transfère par la machine, par la technologie, d'un corps à l'autre, d'un corps dit virtuose à un corps dit empêché, et puis d'un seul coup, ce corps empêché va réagir et va retransmettre quelque chose à son environnement et aux autres regards. Et c'est la même chose sur la question du drone. Quand on voit une machine, en fait, un drone, on se dit pas juste « ah, c'est une machine », on se dit « qui pilote cela ? Qui nous regarde ?» et qui nous... Voilà. Même un drone jouet, tout de suite, vous voyez sur une plage, voilà. Et qu'est-ce que ça amène voilà, comme imaginaire et comme réflexion, comme nous, comme perception d'être dans ce type de regard, de surveillance. Vous nous avez présenté deux types de projets avec ces nouvelles technologies. Vous travaillez aussi avec des robots, ce qu'on appelle des humanoïdes qui ont cette forme un peu plus de l'être humain. On imagine ces robots très rigides, avec des difficultés à se mouvoir, à se déplacer dans l'espace. La danse, a priori, on est beaucoup sur l'émotion, sur faire passer les émotions. Comment, avec ces robots, on arrive à reproduire ça? En quoi ils viennent en complémentarité peut-être aussi avec les danseurs? Alors, il y a plusieurs réponses à cela. En fait, ce qui était intéressant, c'est que il fallait un petit peu dans le champ où je suis, c'est-à-dire la danse, mon désir de répondre un peu à cette question. Qu'est-ce qui fait à un moment qu'on a de l'empathie à un corps qui danse, en fait? Est-ce que à un moment, quand un danseur fait quelque chose de si virtuose, il devient autre chose qu'humain? La grâce, il devient quelque chose d'abstrait, une seule énergie ou quelque chose d'autre. Et du coup, c'est ce que j'ai souhaité poser un peu dans cette question, dans le champ chorégraphique, avec des corps dans lequel ensemble, ils composaient une chorégraphie très lente et dans lequel ils exécutaient des mouvements abstraits qui dessinaient l'espace. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que dans la danse, c'est qu'on n'est pas dans des actions psychologiques. Le robot va jamais faire coucou, bonjour, je m'appelle Nao, etc. Donc, nous, ce qui va être intéressant, c'est comment vous allez vraiment vous interroger, regarder, mais à un moment, je trouve ce robot trop mignon, et cet enfant, il m'en fiche. Enfin, il y a vraiment ce transfert qu'on fait sur scène. Et sur la danse, du coup, c'est intéressant. C'est vraiment sur le corps du ballet qu'on travaille, vraiment sur des postures, sur c'est là que je viens pas du classique, mais des pieds, des pas bourrés ou des choses comme ça. Et ce qui était intéressant aussi, c'est comme toujours dans mes projets, c'est que j'essaie de voir quel corps est en relation avec la machine le plus justement. Donc cette idée de transfert, de casse, de corps empêché, oui, bon, voilà, peut-être c'était pertinent. Toute cette question du drone. Et là, sur la question du petit robot, c'était avec des enfants. La question du corps du futur, qu'est-ce que ça nous amène? Cette question de la lenteur aussi, les enfants pour nous c'est plutôt un symbole de vitalité. Puis d'un seul coup de descendre comme ça cette énergie, va nous évoquer d'autres choses en fait. Est-ce que c'est contraignant de travailler avec ces machines ou pas du tout? Alors, en fait, tous nos projets, c'est un peu des projets, on va dire, où il y a un peu, je vais le dire de manière très simple, il y a deux chaînes de production. C'est-à-dire qu'il y a tout un pan, par exemple, sur School of Roon, les enfants et les robots, je vais travailler avec des laboratoires, je vais passer du temps avec des personnes que je considère comme des artistes, c'est-à-dire que les chercheurs qui travaillent sur la bipédie, un peu, et c'est ce qu'exprimait notre chercheur, c'est que, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Et du coup, c'est des gens qui vont faire de la recherche absolue sur ça, la bipédie, peut-être que, et voilà, et en plus, ce sont souvent des personnes qui ont des compétences polyvalentes, qui vont maîtriser l'hydraulique, qui vont maîtriser les mathématiques, qui ont la morphologie du corps, un ensemble de choses que, voilà, ça me parlait en tant que artiste transversal. Et la deuxième chose, c'est que je vais être sur un autre champ, avec les enfants, je vais me retrouver pendant un an dans des cours d'école, regarder comment les sociétés se construisent, comment les interactions se font entre les corps. Donc voilà, c'est ce que je dis, il y a deux créations parallèles qui se fait, et puis à un moment, petit à petit, le sujet se resserre, en fait.
Inès Guilleux, je posais cette question en introduction. Les machines vont-elles remplacer les hommes, prendre le dessus? C'est de l'ordre du fantasme aujourd'hui. On a cette sensation que finalement cette opposition entre l'homme et la machine, c'est très occidental. La question se pose beaucoup moins, notamment en Asie. Effectivement, donc là il s'agit donc des robots industriels et effectivement on s'aperçoit qu'il y a une mutation et même en ce moment, mais il faut faire attention parce que ça dépend de beaucoup de choses, des pays. Il y a des pays qui sont très robotisés, qui n'ont pas beaucoup de chômage. Il y a des petites entreprises qui sont plus difficiles pour intégrer des robots que les grands. Il y a des, enfin bon, on peut pas donc dire tout à trac, voilà, les robots vont nous remplacer. C'est un petit peu plus complexe. Mais effectivement, comme vous dites, il paraît, parce que peut-être qu'il y a quand même des exceptions, que en Occident, on a vraiment un rapport à la machine qui est très conflictuel. C'est-à-dire que depuis très longtemps, l'homme s'oppose à la machine, l'homme la conçoit comme un esclave, et donc doit dominer la machine, et la machine ne doit absolument pas nous contrôler. Alors qu'en Asie, c'est totalement différent. La machine aide l'homme. La machine est un produit de l'homme, donc elle émane de toutes les qualités humaines. Et tous les robots, que ce soit dans les dessins animés, dans toutes les productions artistiques, tous les robots asiatiques aident l'humanité, essayent de coopérer avec l'humanité, alors que tous les robots occidentaux détruisent l'humanité et veulent la contrôler. Et comme nous sommes nourris de ça, eh bien nous avons une aversion pour toutes les machines et les robots d'autant plus qu'ils ressemblent vaguement à un humain. C'est encore plus visible. Alors que en Asie, c'est totalement différent. Et un de nos collègues purs scientifiques nous disait que il voit absolument aucun problème à dire que les robots qui sont fabriqués par un humain, ressemblant à un humain, ils ont une âme comme un humain. Et voilà, donc parce qu'il y a quand même un supplément d'âme qu'il attribue à la machine, parce que c'est l'homme qui l'a fabriqué. Donc ce sont vraiment des cultures tout à fait différentes. Et si nous parlons ici de danger des robots, c'est parce que nous sommes ici en Occident, en France. Eric, vous produisez beaucoup, vous à l'international, notamment en Asie. Vous sentez aussi cette différence entre la façon dont on perçoit en Occident les robots, les machines en général, et la perception asiatique? Oui, parce qu'en fait, je pense que c'est presque nos origines culturelles et religieuses, en fait, puisque vraiment la première création humaine dans la littérature, la robota, mais c'est Frankenstein, c'est une sorte d'abomination. Donc c'est comment la création est interdite, créer une image, créer un être à notre image est interdit. Et le Japon, qui a dans sa religion d'origine la plus répandue, c'est le shintoïsme, c'est que chaque chose peut avoir une âme. Un caillou, un verre, chaque chose peut avoir une âme. Vous regardez un dessin animé de Miyazaki, de manga, vous voyez, la nature est elfique, elle est vivante en fait. Enfin, même pas que la nature comme on l'entend, animaux et fleurs, c'est les cailloux en fait. Donc ce rapport-là, il est changeant. Et puis aussi, très vite, ils se sont penchés sur ces questions, notamment, c'est un grand débat, on en a parlé tout à l'heure, mais la question de la population vieillissante. Et comment la population vieillissante du Japon, elle va être prise en compte, elle va être accompagnée. Ces robots sont voués un petit peu à devenir des compagnons de vie, des assistants aussi, peut-être pour ces personnes-là. Là, je pense sur un sujet où j'ai pas toutes les données, parce que je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça de faire cela, mais tout en restant dans ce champ-là, effectivement, on voit bien comment l'attachement, l'empathie à la machine peut être beaucoup plus simple. En fait, il y a une chanteuse de karaoké, c'est un avatar. Elle n'existe pas en fait. C'est un avatar. Elle vend des disques, elle a une vie, etc. Voilà. Moi, je me rappelle, j'avais vu des jeux vidéo où on crée des relations entre des avatars. Et c'était il y a 10 ans, et c'était 10 ans, et j'étais adolescent.
et c'était des jeux japonais, donc il y a vraiment une perception de la compagnie, voilà, mais aussi qui est très dans la culture japonaise, c'est-à-dire que il y a un rapport à l'imaginaire, à l'enfermement, à la solitude dû à un ensemble de données sociétales, les études, la pression sociale, le rapport homme-femme, tout ça qui font aussi, il y a un isolement et donc une projection aussi sur quelque chose qui est plus virtuel. Commandant Sierra-Vola, on le disait, au sein des armées, ces robots sont de plus en plus présents. Ça va avec le développement des nouvelles technologies aussi, avec des bâtiments, notamment dans la marine, qui sont équipés de plus en plus d'outils. Comment les hommes qui travaillent perçoivent justement tous ces changements? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'ils ont le sentiment d'être remplacés par des machines ou au contraire qu'elles viennent en soutien? On le disait tout à l'heure, ces machines peuvent faciliter par exemple l'évacuation d'un soldat blessé, pour le déminage, apporter du matériel un peu lourd. Voilà. Comment c'est vécu, comment c'est perçu par les équipes? Alors, je crois que c'est plutôt bien perçu. Il y a pas de cette notion de concurrence comme il peut y avoir dans une usine en se disant on va tous être au chômage, voilà. Il y a une réticence, faut bien le dire, un peu corporatiste, de se dire notre métier risque d'être un peu moins glorieux. Je reviens pas sur la notion de lâcheté dont je parlais tout à l'heure, mais ça a été le cas il y a une quinzaine d'années avec les pilotes d'avions qui se sont dit, parce que ça a été le début des engins robotisés, enfin donc dronisés, en se disant, si finalement moi je suis pas pilote, donc je peux en parler en toute impartialité. Je pense qu'il y avait une sorte de petite musique au fond d'eux qui se disait, si jamais on est remplacé par des robots, finalement on vaut plus grand chose, et tout le panache qu'on avait d'être pilote, un petit peu dans le sens du Top Gun, le foulard, la combinaison de vol, le bonjour les filles, vous voyez. Tout ça tombe à l'eau, et donc on perd un côté un peu de panache. Pas forcément d'honneur vis-à-vis de la lâcheté, parce que de toute façon, dès lors qu'on a commencé, je reviens à l'histoire de la balette, mais en fait, dès lors qu'on a modernisé notre système, on n'est plus tellement en prise directe avec l'ennemi. Donc c'est pas une histoire de combativité, mais c'est plutôt côté un petit peu de panache. Bon, malgré tout, il y a quand même une prise de conscience importante de l'effet qu'on peut obtenir. Alors je parle encore de ce que je connais, la marine. Le chef d'état-major de la marine a un plan, qu'il appelle le plan Mercator, dans lequel il souhaite mettre un drone sur chaque bateau. Alors, ce qui dit de manière un peu caricaturale, gros bateau, gros drone, petit bateau, petit drone. C'est-à-dire des drones pour essayer de s'acculturer à cette notion. Alors il s'agit de drones volants, pas forcément de drones de surface, pas forcément des petits bateaux qui naviguent de manière autonome, mais des drones qui, en gros, font à peu près les missions qu'on confie aux hélicoptères, voire à certains avions actuellement. C'est-à-dire la surveillance autour de l'endroit où on déploie nos frégates ou nos bâtiments de combat. Donc l'idée, c'est plutôt de voir les opportunités qu'on peut avoir avec ce type d'engin sur le plan technique, avec les freins techniques, parce que c'est pas toujours si facile que ça. Il y a des choses qu'on n'imagine pas quand on est sur une table d'ingénieur. Quand il s'agit de le mettre en œuvre de manière réelle, c'est plus complexe qu'on le croit. Sur le plan doctrinal, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait réellement, quelles sont toutes les opportunités qu'on peut avoir. Et alors, vous parliez tout à l'heure de l'Asie, des drones qui sont mieux perçus en Asie. Je peux vous dire que la Chine est un des pays qui utilise le plus de drones, en tout cas qui s'en équipe le plus. Il y avait une vidéo qui a été filmée par l'armée chinoise récemment. On voyait, je crois, une soixantaine de drones de surface, donc des petits bateaux, qui opéraient tous ensemble sur l'eau, en formation. Et la formation représentait les caractères chinois qui signifient armée populaire de Chine, donc le logo de l'armée chinoise. Et au claquement de doigts, l'ensemble de ces drones se sont disposés différemment sur l'eau pour représenter la forme d'un porte-avions. C'est-à-dire pour signifier que cette meute de drones pourrait avoir un effet aussi important que ce qu'on appelle aujourd'hui le capital ship, c'est-à-dire le bâtiment le plus qui permet d'obtenir un effet majeur d'obtenir la victoire, qui est le porte-avions actuellement dans toutes les grosses marines du monde. Voilà. Donc il y a un côté pragmatique qu'il existe en Chine avec les moyens d'un gros pays. Après il y a aussi un pays qui est très, on parlait un petit peu tout à l'heure, qui est très performant dans l'usage de ses moyens, c'est Israël, qui est en guerre depuis sa création. Alors je préjuge pas de la nature de cette guerre, mais
Mais en tout cas, dans les faits, il fait la guerre depuis très longtemps, et donc il a complètement optimisé ses moyens. Pourquoi Israël, c'est un petit pays par rapport à la Chine, aux États-Unis, et ils utilisent beaucoup de drones, donc c'est très pragmatique de les utiliser quand on cherche à obtenir le meilleur effet. Voilà. On a pu parler de la responsabilité, le fait d'utiliser ces machines. Il y a forcément un humain au bout qui appuie sur un bouton. On voit aux États-Unis des soldats qui sont au Texas, qui interviennent avec des drones ou qui sont en Afghanistan, qui lâchent des bombes. On ne sait pas forcément sur qui est en dessous. Ça pose la question de la responsabilité. Qui est responsable? La personne qui appuie, la personne qui donne l'ordre. C'est encore légalement parlant, c'est très compliqué dans les armées. Ça pose la question finalement de l'obéissance. C'est-à-dire quand on est militaire, on obéit. C'est même dans le code de défense, c'est la loi, et voilà. Les soldats de 14-18 obéissaient, j'en parlais tout à l'heure, sans plus poser de questions. Au bout d'un moment, on parlait de déshumanisation, le fait d'obéir de manière absolue dans ce genre de situation ultime peut poser question. Quand il s'agit de ne plus avoir la possibilité de juger sur place avec une certaine subsidiarité, et que tout arrive d'un niveau trop haut de décision, qu'il n'y a donc plus de subsidiarité, il y a une question alors je disais éthique tout à l'heure, est-ce que c'est le bon mot? Je ne suis pas philosophe. On arrive à des considérations assez complexes, hein. Mais ça, on peut se poser la question. Donc finalement, le fait qu'un drone obéira automatiquement, alors, il ne s'agit pas de savoir si c'est un drone automatique qui prend lui-même ses décisions ou s'il est complémenté et guidé. Il peut y avoir tout le panel en fait, hein, voilà. Bon, dans tous les cas, la décision sera prise par l'être humain. Mais si cet être humain, finalement, je parlais de Kennedy tout à l'heure, mais si à la fin, pour l'ensemble des manœuvres, des effets, ce sont quasiment des gens qui sont à côté du président des États-Unis ou de la France qui prennent la décision, il n'y a plus vraiment de subsidiarité de terrain, et en effet, ça pose une question. Donc je crois que c'est à Tampa, en Floride, que sont pilotés les drones qui sont en Afghanistan, qui bombardent des gens en Afghanistan qui méritent peut-être de l'être, hein. C'est une théorie, surtout après 11 septembre, la question ne peut vraiment pas de juger, savoir si c'était bien ou pas des bombardements. Mais ça déshumanise tellement les choses que c'est vrai que les gens qui sont, même si ce sont des terroristes, quand tu vois arriver un drone, parler ils reconnaissent, ils savent qu'en effet il y a quelqu'un derrière, et ce quelqu'un, il est absolument intouchable. Et donc ils ont le même sentiment d'injustice qu'on a eu tous le 11 septembre, quand on a été tous devant notre télé, qu'on a vu les tours s'effondrer, ça paraissait injuste. Je crois qu'ils ont le même sentiment d'injustice. Et c'est pas seulement lié au drone, c'est vraiment lié à l'élongation, au fait qu'on agit à l'autre côté de la Terre, à une distance qui est plus loin que la distance de l'être humain. Et je reviens au Conseil de Latran du XIIe siècle. Est-ce que c'est pas ça qui déshumanise? Parce que vous vous souvenez de la chanson de Renaud après le 11 septembre, là, sur Manhattan-Kaboul. C'est vrai qu'elle pose question, cette chanson. Et on a beau avoir le sentiment d'être dans le bon camp, pas seulement parce qu'on est français, voilà, parce que ça paraît, parce qu'encore une fois, le 11 septembre, ça paraissait vraiment injuste. Et c'est vrai que quand on écoute les paroles de la chanson, elle est vraiment très bien faite, cette chanson. On se pose des questions sur cette notion, et je pense que c'est une question de subsidiarité. Voilà. Quand vous entendez tous ces témoignages, vous êtes des journalistes, dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que ça vous rassure? Ou au contraire, est-ce que ça vous inquiète de voir toutes ces technologies? C'est marrant parce que quand je vous écoutais tout à l'heure, quand j'étais gamin, tous les gamins sont fascinés par les robots. C'est-à-dire que quand on a 7, 8, 10 ans, etc., on a envie d'avoir des robots. C'est-à-dire que le cadeau de Noël, il y a très longtemps, c'était un robot. Alors, je suppose qu'aujourd'hui, les robots sont différents d'il y a 5 ans. Donc, les gamins ont tous envie de robots. Oui, pourquoi faire? Pour les contrôler, pour marcher pour dessus, jouer, pour les désosser, voilà, quand même pour les contrôler, quand même. Ça, c'est la première chose. Donc, si vous voulez, quand vous êtes enfant, vous êtes relativement fasciné par les robots. Et alors là, ce que vous venez de dire sur cette espèce, ces 60 drones qui forment un porte-avions, à l'inverse, ça me terrorise. C'est-à-dire que quand je vois un drone, et Dieu sait qu'aujourd'hui, dans l'audiovisuel, quand il n'y a plus un seul reportage, un seul documentaire, que ce soit documentaire pour survoler des maisons sur France 5 ou partout, il y a donc tout le monde utilise des drones aujourd'hui dans l'audiovisuel parce qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas avant, et c'est extrêmement pratique de filmer en hauteur, etc. Mais moi, les drones me terrorisent. C'est-à-dire que j'ai le sentiment, quand je vois un drone,
c'est un engin extraterrestre et qu'il y a une puissance au-dessus quelque part sur une planète qui va appuyer sur un bouton et qui va nous pulvériser. Enfin, c'est le sentiment. Vous me demandez ce que moi je ressens, c'est un peu le sentiment que j'ai. Moi, les drones me terrorisent. La troisième question que je me posais, c'était, mais est-ce que je sais plus, le gars qui a appuyé sur qui a lâché les bombes nucléaires au Japon, il est devenu fou. Je crois qu'il y en a deux. Parce qu'il y a eu, Oui, il y en avait deux. Alors, j'ai Nagasaki et Hiroshima, Ouais. mais je crois qu'un des deux s'est suicidé, mais je suis plus tout à fait sûr. Ouais. Hein, voilà. Donc, est-ce qu'il n'était pas déjà, lui, dans une position comme un drone, c'est-à-dire à quelqu'un qui Alors, prenait une décision? c'est bien la question que vous disiez tout à l'heure sur l'obéissance Exactement. absolue. Finalement, ça déshumanise et alors, Bernados en parle dans son bouquin, il parle, c'est en 45, donc avant Hiroshima, et je pense juste avant. Je pense qu'il fait plutôt allusion au bombardement des Anglais sur Dresde ou sur le nord de la France. Il parle de ce père de famille qui va raser une ville et qui le soir rentre tranquillement dîner avec sa femme et ses enfants. Parce que finalement, cette obéissance absolue fait qu'on oublie le sens de ce qu'on est en train de faire. Il compare aux lansquenets, je crois, enfin en tout cas les chevaliers du Moyen-Âge qui eux avaient bien le sentiment de se mettre en danger ou en tout cas de savoir ce qu'ils faisaient. Si tuer quelqu'un, bah ils en avaient conscience, quoi. Donc finalement le drone qui attaque automatiquement ou alors il appelle ça l'aviateur bombardier qu'il faisait déjà en 45, je crois que c'est la même chose. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Et la dernière chose que je voulais vous dire, parce que j'ai vu ça dans une série américaine qui s'appelle Homeland, qui est une série que j'ai adorée, qui raconte justement je suis intimement persuadé, mais je n'ai pas la réponse. Quand vous êtes victime au sol, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Pakistan, enfin, peu importe, au Yémen, sur tous les terrains de conflit aujourd'hui, est-ce qu'une victime d'un drone ressent la même chose que la victime d'un avion qui lui balance une bombe à 10 000 mètres d'altitude? Moi, je suis persuadé, et c'était très très bien étudié, que les scénaristes américains ont vachement bien bossé sur ces séries américaines, notamment sur Homeland. On avait le sentiment qu'il y avait une sorte d'injustice de la part des populations civiles, en l'occurrence d'être bombardées par des drones, plus que d'être bombardées par des bombardiers classiques ou des avions classiques. Je sais pas, moi j'ai le sentiment, c'est que d'être tué par des robots, bon, on meurt. De toute façon, c'est plus terrible que d'être, alors peut-être c'est une question philosophique, hein, mais j'ai l'impression que c'est plus grave que d'être tué par des avions, enfin par des moyens de rétorsion classique. En fait, nous, quand on a commencé ce projet Phoenix, on s'est vraiment posé la question. En fait, ça a commencé par la lecture d'un livre qui s'appelle La théorie du drone de Grégoire Chamailleux, qui explique comment effectivement, ce que vous détaillez, comment le drone change tous les aspects juridiques, esthétiques de la guerre, l'éthos militaire. Et lui, il dit une image très forte. Déjà, sur la question de ce que vous dites, il dit que le drone, c'est comme l'œil de Dieu. C'est-à-dire, il y a cette machine qui est toujours présente, vous imaginez, dans votre quotidien, et vous savez jamais quand elle va vous juger, et vous frapper, en fait. Et donc, ça crée une forme, enfin, les Gazaouites avec qui on travaille, donc c'est des artistes, ça les met dans une sorte d'humour permanente, voilà, pour échapper, on va dire, pour alléger le quotidien. La chose qui parle aussi, c'est beaucoup cet événement en fait qui parlait déjà des frappes chirurgicales en fait en Yougoslavie, qui est déjà la première annonce des drones en fait, que les machines étaient tellement hautes qu'on ne pouvait pas les voir. Et il utilise une image assez forte qui est discutable mais qui est puissante. Il compare le drone comme la figure antagonisme du kamikaze. En fait, le kamikaze, c'est le corps à corps, c'est une forme de sacrifice spirituel, hein, évidemment discutable, pourquoi, pour qui, mais c'est l'arme du pauvre, et le drone, c'est l'arme à distance, c'est l'arme, la question du courage, l'arme du scientifique, en fait. Et il met ça en valeur, et il écrit tout son livre sur cette chose-là, et il explique effectivement toute cette question de comment les chaînes de commande sont bouleversées par la machine, c'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, dans le commandement militaire américain, et ben quand le drone à un moment rassemble des données, donc ce qu'on appelle des données, ça peut être des métadonnées. C'est-à-dire les métadonnées, c'est pas forcément le contenu de votre mail, mais c'est juste d'où il part et où il va. Les métadonnées de votre réseau social, à qui vous parlez, c'est pas du tout ce que vous dites. Et à un moment, on rassemble toutes ces données et on constitue un comportement, ce qu'on appelle un pattern of life, c'est-à-dire votre motif de vie, sans lire vos contenus. Et à un moment, vous pouvez basculer dans un type de liste
et les très connues listes sous Obama des marnies noires, une liste où on basculait dans possiblement les frappes. Et à un moment, ce qu'il décrit, c'est que l'ordre donné, en plus ça peut être étayé, comment ça se passe ici, mais c'est que les statistiques du drone est donné à l'analyste, et l'analyste, s'il doit être contre l'avis du drone, eh ben il doit envoyer un contre-ordre. C'est-à-dire que dans la chaîne, il doit envoyer un contre-ordre, et ce que ça soulève, comme de dire, je suis contre la machine, donc je dois faire un papier, je dois être contre ma hiérarchie, enfin, c'est un ensemble de choses. Donc c'est plus du tout de dire la machine, elle me donne des informations et ça fait partie de mon jugement. Voilà. Comment les choses aussi modulent, elles sont pas juste blanc noir, mais comment les choses modulent à l'intérieur des chaînes de commande. Agnès Villot, comment vous voyez-vous l'avenir, le développement de cette robotisation? Vous étiez du coup sur l'aspect animal un peu précurseur. Aujourd'hui, on en est où? On va vers quoi? Donc vous vous sentez très inquiète sur cette question justement du robot humanoïde, de dire qu'on met de l'argent sur ce développement-là. C'est-à-dire que je me positionne toujours dans la robotique dite d'accroissement des connaissances sur le vivant. Mais n'empêche que les robots qui remplacent les humains dans les tâches répétitives et dangereuses, je trouve que ça n'est quand même pas à négliger. Mais bien entendu, nous sommes à fond sur les robots, pour les robots inspirés des animaux, car ils ont trouvé des solutions pour s'adapter à tous les milieux environnementaux par des solutions bien plus intelligentes et plus simples, plus économiques que les nôtres, que celles des ingénieurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous poursuivons parce que nous sommes donc une seule et même espèce, alors qu'il y a des millions d'espèces animales qui pourraient nous en apprendre beaucoup sur des tas de problèmes que nous avons. Il est vrai que depuis très peu, les scientifiques s'intéressent d'une manière totalement différente aux plantes, parce que avec effectivement les plantes qui sont rivées au sol et qui doivent encore plus trouver des solutions pour avoir tous les nutriments et pour pouvoir survivre dans n'importe quel environnement. Et on est en train effectivement d'élaborer, c'est pas nous, des équipes dans le monde, d'élaborer des robots végétaux, parce que les végétaux sont n'ont pas de moteur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de muscles comme les animaux, et pourtant ils bougent, et pourtant ils arrivent à faire des tas de mouvements que l'on voit très bien accélérer. Ils n'ont pas de système nerveux, et pourtant ils réagissent à des tas de facteurs de l'environnement. Nous avons que 5 ou 6 perceptions, eux, ils en ont à peu près 70. Donc, les roboticiens sont très très intéressés pour faire des robots qui sont compostables, durables et mangeables, pourquoi pas. Et donc, ça nous apprendra aussi beaucoup de choses. Mais ça, c'est dans le futur qui peut être très proche. Je veux juste intervenir parce qu'on était dans la loge tout à l'heure et Agnès, vous êtes trop modèle parce que vous nous avez appris des choses absolument extraordinaires. J'avais même envie que vous preniez le micro, que vous nous parliez pendant 2 heures, tellement c'était formidable. Mais moi, je vous ai dit, mais concrètement, qu'est-ce qu'on apprend des animaux? Vous avez parlé des rats, vous avez parlé des geckos. Oui. Et j'aimerais que vous en parliez parce que c'est tellement incroyable ce que vous avez dit. Et parce qu'on se dit, mais comment, d'un rat, d'un gecko, qu'est-ce qu'on peut apprendre et comment on peut robotiser, entre guillemets, ces animaux? En tout cas, comment on peut fabriquer des robots à partir de... Oui, donc là, ce serait... Alors, si vous avez 3 heures devant vous... Non, mais... Mais bon, je signale quand même qu'il y a un livre qui les relate, un livre relativement récent. Mais simplement, par exemple, je pourrais parler des rats, parce qu'effectivement, je vous ai dit que j'avais eu un certain sentiment très favorable chez les animaux qui nous résistent, comme les cafards, les rats et les pigeons, parce qu'ils ont trouvé des solutions pour nous résister, et c'est ça qui nous intéresse. Et donc, par exemple, le rat, des chercheurs très éminents, qui ont d'ailleurs le prix Nobel pour ça, sont aperçus que le rat et nous, et les vertébrés, ont des neurones qui pulsent pour pouvoir faire en sorte que nous orientons dans n'importe quel environnement, que nous connaissons très très vite son environnement. Donc nous avons des neurones qui nous disent où nous sommes actuellement,
si je me déplace, il y en a d'autres qui me disent comment je me déplace, et il y en a d'autres qui me disent dans quelle direction je me déplace. Avec ces 3 sortes de neurones, dont d'autres, les pas trop nombreux, ben nous arrivons à coordonner tous nos neurones pour pouvoir, et Laura le fait très facilement, reconnaître un environnement et faire ce que l'on appelle, entre gros guillemets, un bio-GPS. C'est un GPS qui est simplement dans le cerveau. Et ça, c'est très intéressant pour les robots et les drones autres, par exemple, parce que de transporter un GPS, c'est vraiment très lourd, et donc il faut pour ça une machine assez importante. Alors que si vous faites des programmes informatiques qui simulent tous les circuits nerveux qui ont été découverts par ces neurophysiologistes, chez Laura notamment, eh bien vous pouvez attribuer à une machine le fait qu'elle peut s'orienter très facilement et reconnaître son environnement toute seule, sans le secours d'un humain. Et donc, je pourrais vous en dire énormément, et sans parler de machines, mais par exemple, vous parliez d'insectes et de moustiques. Ben, récemment, c'est grâce aux moustiques que vos infirmiers pourront piquer sans douleur, parce que on a inventé très récemment une aiguille, une seringue qui s'inspire de la trompe de la moustique femelle, qui vous pique et sans douleur. Parce que la douleur que vous avez, c'est pas la piqûre, c'est la salive, effectivement. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il y a des tas de bio-inspiration, comme on appelle ça, c'est-à-dire s'inspirer de la nature pour pouvoir faire en sorte que les machines soient un peu plus acceptables. Si on souhaite en savoir plus, je renvoie les participants à votre livre Agnès Guyot, coécrit avec Jean-Arcadie Meyer, ça s'appelle Poulpe Fiction, quand l'animal inspire l'innovation. C'est paru aux éditions Duno, il sera disponible tout à l'heure à la sortie. Et Agnès, je pense que vous pourrez les dédicacer aux personnes qui seront intéressées. On arrive au terme de cette table ronde. On va bien sûr vous laisser la parole si vous avez des questions. Je voulais juste remercier nos 4 intervenants pour la qualité de cet échange. Je vous invite à lire ou à relire La France contre les robots, si vous ne l'avez pas déjà fait, de Georges Bernanos. C'est un essai publié en 1947 qui critique la société industrielle et qui met en garde aussi les hommes contre la civilisation des machines. Un grand merci à tous.